Poser la question, selon Charles Anderlin, les soldats israéliens ont-ils tiré sur les Al-Doura? Et ça, à un moment donné, Mme Chabot tout à l'heure a dit que tous les témoignages qu'ils avaient eus de l'époque sur les lieux confirmaient les accusations que les Israéliens avaient bien tirées sur Mohamed Al-Doura. Alors regardez bien ce que nous dit Charles Anderlin. All the witnesses I talked to told me the shooting was coming from the direction or from the Israeli position itself. Donc voilà, tous les témoins qu'il avait. Alors, il se trouve que lors du procès contre France 2, ils ont produit ces témoignages. Ces témoignages sont des témoignages de journalistes, d'ambulanciers, et notamment l'ambulancier que Mme Rafoul a considéré comme sa source principale. Alors, je vais vous montrer quelques extraits de ces témoignages pour que vous voyez de quoi on parle. Alors, à Tel Moussa de AP, nous avons vu les soldats israéliens tirant des missiles en direction du poste palestinien de sécurité, et il y avait des tirs permanents venant du côté israélien. J'ai filmé, mais mon film était brûlé. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, dans cette salle, je vous rappelle que dans les années 70 et 80, on filmait avec du Super 8, et on envoyait ensuite dans des salles noires pour développer les films, mais que depuis en gros peut-être 15 ou 20 ans, on filme en vidéo, et on n'a pas besoin de développer les images comme on veut nous faire croire là. Alors Youssef Kadra, c'est le témoin principal de Canal+, dans le documentaire qu'ils ont réalisé sur l'affaire. Il y a eu des tirs directs sur le merlon où il se cachait. Le merlon de béton, derrière lequel il se trouvait, était plein de trous. Il y avait des tirs au début, il y avait un avion qui tirait d'en haut. Le camp militaire israélien se trouvait exactement en face d'eux. Donc des premières choses, donc le camp militaire ne se trouvait pas en face d'eux comme vous avez pu le voir. Vous avez vu que le merlon de béton, il y avait un trou, puis après il y en avait 3. Et il y a une chose intéressante, c'est que quand une balle rentre d'un côté d'un béton, dans un merlon de béton, si on veut qu'elle ait touché les cibles de l'autre côté, il faut qu'il y ait une sortie. Et on a vu dans le film de France 2 qu'il n'y a aucune sortie de balle. Donc il y a des balles qui sont entrées, mais jamais sorties. Alors d'autres témoignages de Abu Dhabi TV. Les Palestiniens ripostaient aux tirs israéliens continus si lourds que jamais je n'en avais vu ainsi. Seulement dans les films, il y avait des hélicoptères, des snipers anti-israéliens qui tiraient des missiles anti-tanks sur le poste de sécurité palestinien. Alors, monsieur de l'AFP, Sabir Noureddin, les tirs qui frappaient le mur du poste palestinien faisaient d'énormes trous. Je ne peux pas imaginer qu'un être humain ait pu rester en vie s'il avait essayé de se positionner derrière Mohamed et son père. Il n'y avait personne, absolument personne dans toute la zone. Personne n'aurait osé mettre un pied dehors. Donc, je vous rappelle que derrière Mohamed et Jamal, il y avait 3 caméramens. Et dans le film que France 2 vous a présenté, elle nous a expliqué que c'était pour se protéger. Alors, je tiens à préciser la topologie des lieux. Le baril protégeait Mohamed et Jamal, mais en revanche, les caméramens qui se sont mis juste derrière Mohamed et Jamal n'étaient en aucun cas protégés par le père et l'enfant. Ils étaient directement dans la ligne des tirs des Israéliens. Alors, dans le petit film que France 2 nous a montré, vous avez bien vu ils ont montré un soldat israélien. C'est la seule preuve dont ils disposent dans les 18 minutes de rush qu'ils nous ont montré, soi-disant que les Israéliens auraient fait quelque chose. Alors je vais vous montrer cette preuve parce qu'elle est vraiment accablante. Du poste israélien, à l'intérieur duquel on voit nettement ici un soldat. Alors je pose une question simple. Dans un fortin israélien, qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Si on ne voit pas un soldat israélien, je m'en étonne, mais on voit donc quelqu'un, on ne voit ni un tir, ni rien du tout. C'est la seule preuve dont dispose France 2 pour accuser les Israéliens. Il y avait effectivement une personne, on ne peut même pas identifier, mais une personne dans le fortin israélien. Alors, les impacts de balles sur le mur peuvent-ils être attribués aux Israéliens? Alors, voici la seule image d'une balle qui frappe le mur, l'impact est rond, et le tir est effectué à plus d'1 mètre au-dessus des Al-Doura. Donc je vais regarder là bien, c'est très court. Ici, Jamal et son fils Mohamed. Regardez, il y avait 2 tirs. Et quand on revient là, il y a 2 impacts supplémentaires. Vous voyez, ces 2 impacts ne sont pas là avant. Alors je vais vous remettre juste ce film-là pour que vous puissiez vous rendre compte. Et vous allez voir aussi qu'au moment où on filme le fortin israélien, on a beaucoup de bruitage de balles, qui vous donne l'impression qu'on tire réellement. Regardez bien. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Voilà. Donc là, vous avez les 2 tirs quand on revient. Vous allez avoir l'explication de ces tirs par l'expert balistique. Alors, il est incontestable qu'au moins un projectile a touché le mur devant lequel se trouvaient le père et le fils, puisque ce tir est visible sur le film de France 2. Cependant, ce tir correspond à un coup de feu tiré perpendiculairement au mur et ne peut provenir que du poste palestinien Pita ou des tireurs isolés, situés dans le même axe que ce dernier. Alors, je vous dirai une chose. Cette déclaration-là est la signature de la mise en scène, et on peut s'arrêter là. Pourquoi? Parce que quand on regarde la topologie des lieux,
Il n'y a aucune raison pour laquelle les Palestiniens auraient tiré sur ce mur, puisque les Israéliens étaient concentrés uniquement dans leur fortin. Donc le fait qu'ils aient tiré sur ce mur prouve, et que les 7 impacts sont tous des impacts ronds, comme vous allez le voir là, prouve déjà que ces tirs ne sont pas naturels. Alors, on a fait donc analyser, donc on a retiré avec des armes israéliennes et armes palestiniennes, et on a fait un tir perpendiculaire. Vous voyez, le tir est rond, l'impact est rond dans le mur. Maintenant, voici la même chose avec un tir latéral, entre 35 et 40 degrés, et là donc on a une forme ovale, et là encore plus elliptique. Quand vous regardez les images de France 2, alors vous voyez bien que la position des Israéliens est là et donc en angle, donc on est véritablement sur cet angle. Et quand on regarde les trous qu'il y avait sur les images, si on peut les revoir, voilà, vous voyez, tous les trous sont ronds. Alors je vous donne la conclusion de l'expert balistique. Les essais de tir réalisés avec les armes utilisées à l'époque des faits par l'armée israélienne ont montré que les impacts caractéristiques de tir oblique auraient été nettement de forme allongée et pratiquement horizontale. Ceux visibles sur le mur sont globalement circulaires, ce qui correspond à des coups de feu tirés perpendiculairement au plan de ce mur. Les autres impacts sur le mur peuvent provenir de tirs effectués alors que Jamal et Mohamed Al-Doura ne se trouvaient pas derrière le baril puisque les coups de feu n'ont pas été filmés. Alors, la première scène du reportage. Excusez-moi, je vais faire finir la présentation parce que je vois qu'il y a une main qui se lève et je répondrai aux questions. Oui, mais justement, si on doit être sérieux, il faut que ça dure autant de temps que de pouvoir aller. Donc là, à gauche, là, à droite, il y a la scène de on tourne l'évacuation. Les Al-Doura sont déjà derrière le mur, derrière le baril. Donc ils attendent au moment où on tourne cette scène fictive. Alors, question rapide, est-ce que Talal Abdourahmane s'est déplacé? Je vous rappelle ce que nous a dit Talal. Les balles pleuvaient autour de nous comme de la pluie. Je me suis dit que je devais me protéger. J'ai vu un véhicule abandonné. Je me suis couché à côté avec mon preneur de son. J'ai commencé alors à filmer quelques séquences. J'ai vu le caméraman de Reuters prendre la fuite, ainsi que l'enfant et son père. Donc il nous explique qu'il est resté pendant 40 minutes derrière la Jeep. Or, je vais vous montrer la preuve que ça n'est pas vrai. Regardez, là il filme perpendiculairement au mur avec, vous voyez dans ce mur derrière une porte dessinée, quand il filme la Jeep, l'homme qui reçoit la balle dans la jambe. Il va se déplacer sur la gauche, comme vous allez le voir, donc là il est perpendiculaire. Maintenant il est plus perpendiculaire, il s'est déplacé en angle pour pouvoir filmer correctement l'évacuation dans l'ambulance. Alors là vous verrez qu'il n'y a pas de sang sur les jambes, enfin, là, ce type-là n'a absolument rien. Ensuite, regardez, quand la Jeep part, France 2 l'a montré, ils disent, au moment où tout le monde s'en va, on voit le père et l'enfant qui sont déjà derrière le baril. Alors, là, il est perpendiculaire à cette position-là. Quand on regarde bien, il était perpendiculaire à la porte de ce mur, et là maintenant, il est perpendiculaire au mur. On a ce repère avec ce mur blanc, cette croix rouge et ce rond noir, qui nous a permis de calculer qu'en gros, il y a 25 mètres. Donc, et là, on voit le bout de la camionnette blanche derrière lequel il prétend avoir été caché tout le temps. On s'aperçoit bien que donc il n'était pas caché en permanence derrière cette camionnette et qu'il ne nous a pas dit la vérité. Alors, est-ce que Jamal Al-Doura a été touché à Netzarim le 30 septembre 2000 ? Il y a un an, Jamal était touché par une douzaine de balles. Le roi de Jordanie a personnellement financé les 7 opérations qu'il a subies. Les balles m'ont arraché les muscles du bras droit. Elles m'ont pulvérisé l'os. Maintenant, j'ai du métal à la place de l'os. Ma jambe droite a été criblée de balles, ma hanche brisée, je n'ai plus de nerfs dans la jambe droite, c'est-à-dire que je suis à moitié paralysé du côté droit. Ok. Donc voilà, bon là on ne la voit pas, mais là c'est la blessure de son bras. Alors, une chose intéressante, c'est que quand vous regardez, là, la blessure elle est là, là il n'y a absolument rien, mais le lendemain à l'hôpital de Gaza, quand on le plâtre, déjà une blessure ouverte saignante, c'est étonnant de la plâtrer, mais la blessure n'est plus là, le sang n'est pas là, le sang est là, à partir de l'avant-bras. Ensuite c'est à la main, on le voit. Ensuite, ce sont les jambes. Après une demi-heure, le père blessé m'a regardé. Je ne pouvais rien faire. Donc après une demi-heure, le père blessé m'a regardé, je ne pouvais rien faire. Donc on va regarder la dernière image avant la soi-disant rafale fatidique. On voit que le père n'a absolument rien, ni aux jambes, ni aux bras, nulle part. Ensuite, toujours après la rafale fatidique qui est censée les avoir tués, les jambes sont parfaites, le bras est parfait. Je suis désolé, quand Arlette Chapeau nous fait croire que ça, c'est l'impact des balles et que la balle dans le mur, vous verrez ce que nous dit l'expert balistique là-dessus. Parce que normalement, une balle qui transperce un bras fait une projection sanguine sur le mur. Quand on le regarde en gros plan, les jambes sont toujours aussi parfaites et le bras toujours aussi. Alors, et même dans les dernières secondes, alors là c'est encore plus intéressant, vous voyez que dans les dernières secondes, quand il se tourne un petit peu, vous voyez que le bras qui est censé avoir été transpercé par 2 balles n'a absolument rien, aucune goutte de sang, et les jambes toujours autant. Et là on voit toujours l'enfant qui tourne la tête vers la caméra. Alors l'avis de l'expert balistique, Jamal Al-Doura aurait été touché au bras droit, au ventre et au membre inférieur.